dans lequel et l'un et l'autre s'auto-alimentent, s'auto-congratulent, se font mousser respectivement parce qu'ils sont tous les deux absolument convaincus que c'est leur seule façon de gagner. Et Macron pense qu'il va gagner parce qu'il a gagné. Honnêtement, tout le peuple de gauche aujourd'hui est bien conscient qu'en fait, le risque, c'est qu'il ne gagne pas cette fois-ci. Et c'est ça, en fait, le sujet. Après, sur cette façon, j'aime bien ta question, Ghislain. On mise sur les législatives. Oui, on en rêve, en fait. Hein, mais, moi, je rappellerai juste un truc. C'est que c'est aussi compliqué dans le cadre de cette primaire qu'on voudrait organiser. Il faudrait des accords et des choses comme ça. Vous vous souvenez peut-être, mais ou peut-être pas, mais dans le cadre de l'accord entre PS et ELV avec Hollande, la première chose dont il s'est affranchi en étant choisi dans la primaire, c'est précisément des accords entre les partis, et notamment l'accord législatif. Alors, peut-être qu'on s'en souvient plus quand on était du côté des écolos à ce moment-là. Mais donc, il y a aussi la question de, dans la primaire, quel rapport entretient, et t'en parlais tout à l'heure, Rémi, le candidat avec son propre parti, quel niveau d'affranchissement il a. Enfin, je crois qu'à Génération, on est bien placé pour en parler, le culte de la personnalité lié à la Ve République et l'ensemble de la schizophrénie nécessaire pour conduire une campagne dans le cadre de la Ve République, pour aller vers la Sixième République. Mélenchon s'y est brûlé les ailes, mais Benoît aussi. Comment dire, quand il n'avait de cesse que de répéter « je ne suis pas l'homme providentiel », autant dire que à ce moment-là, les électeurs entendaient « c'est pas la peine de voter pour moi ». Et donc, on est comme ça dans cette injonction totalement contradictoire de défendre un système parlementaire dans le cadre d'une monarchie bien française, même si elle est républicaine. Enfin, et je crois que moi, en tout cas, c'est vraiment et je voudrais te dire, Rémi, aujourd'hui, on y travaille vraiment. C'est-à-dire que quand je le dis, c'est parce que je le fais. On est en lien avec l'ensemble des organisations citoyennes aujourd'hui qui ont, après le Covid, enfin après le confinement, commencé à s'agréger, hein, parce qu'il y avait quand même précisément une archipélisation, y compris chez les citoyens. Donc, il y a une forme de regroupement progressif qui va de plus en plus vers une masse qu'on essaye d'être en fait critique, justement, pour tirer les partis politiques, parce que tout repose, et c'est ce que tu disais sur le programme, la comparaison avec la période du programme commun, c'est qu'à l'époque, il y a plus de militants que de compagnons de route. Aujourd'hui, globalement, la grande masse de toute cette société civile organisée, qu'on pourrait qualifier de compagnons de route, elle est bien plus importante que la masse des militants, précisément. Et donc, il y a un rapport inversé là. Et c'est là-dessus, si tu veux, qu'il faut faire du judo. Nous, Génération, moi je le dis tranquille, puisque nous, on a soutenu, on a signé en tant que formation politique, hein, toutes les initiatives qui allaient dans le sens de ce qu'on porte, évidemment, pour aller vers cette construction-là. Mais voilà, on n'y est pas. Donc, mais par contre, je peux te garantir qu'on y travaille. Faut pas trop tarder alors, hein, à lancer une initiative large en fait. Oui. Et tu as parfaitement raison de rappeler une chose fondamentale, et ça j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais c'est le temps. Ouais. Et là, dans cette compression de calendrier totalement dingo qui nous voit passer là en 18 mois 6 scrutins différents, parce que je compte les législatives partielles, les sénatoriales, les régionales, les départementales, les présidentielles et les législatives. Enfin, c'est dingue dans ce calendrier de 18 mois. C'est comme s'il y avait une élection tous les 2 mois. Donc, en fait, c'est vrai que ça épuise les formations politiques, ça épuise les militants. Par ailleurs, si tu veux, c'est pas ce qui les intéresse nécessairement, puisque c'est comment dire, à l'intérieur, c'est pas forcément le moment, si tu veux, justement de la réflexion et de l'élaboration du projet. Donc,
la condition qu'on voudrait fixer dans le cadre des discussions qu'on a aujourd'hui autour de ce pôle écolo, c'est justement les conditions de la superposition de ces deux calendriers. C'est-à-dire qu'en fait, la présidentielle, elle commence en temps masqué en même temps que les régionales. Et c'est comme ça qu'il faut la construire. Et l'idée, si tu veux, d'avoir une primaire éventuellement autour de l'écologie, c'est bien de se dire que ce sera sur la base d'un projet, d'un programme qui aura été élaboré là, maintenant, et qui sera non pas chaque candidat portera un projet, mais quel sera éventuellement le ou la candidate le mieux placé pour, pour représenter, pour porter ce projet. Ça, c'est l'idée. Est-ce qu'on va y arriver dans le délai ça fait beaucoup de choses à faire en même temps. Alors, si je peux me permettre de rebondir sur ce que tu nous dis, Claire, voilà, moi j'espère vraiment qu'on arrivera à faire quelque chose, en tout cas déjà au sein du pôle écolo. Après, ben voilà, moi perso, ce que je déplore, c'est que en fait il y a la dimension territoriale dans tout ça. Dans l'union de la gauche, il y a la dimension territoriale. Et si on prend l'exemple des municipales et là des régionales qui arrivent, eh bien il y a des endroits où ça se passe très bien dans les travaux allant dans le sens de l'union de la gauche. Il y a des endroits où ça se passe très bien. Certains d'entre vous le savent. Voilà, je suis certains comités de la Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, même si Mulhouse n'a pas gagné, il y a une très belle campagne. Mulhouse Cause Commune. Besançon, franchement, c'était magnifique. Avec Anne Vigneault et tout. J'ai échangé un peu avec Elisa Bicher et Kevin Bertanuy. Franchement, de loin, c'était magnifique, quoi. Et dans le Nord, c'est déjà différent. C'est déjà différent. Et puis ben là, j'échange avec les camarades de Mulhouse. Je suis un peu le comité. Et là, ben, dans l'optique des régionales, il y a déjà des choses qui blessent, qui mettent à mal vraiment l'éventuel, alors pas union de la gauche, mais éventuel pôle écologiste. Et c'est ça aussi qui est à prendre en compte. C'est la dimension territoriale, c'est dans le sens où l'union de la gauche, en tout cas pôle écologiste, ça se passe pas super bien de la même manière partout. Il y a des endroits où c'est nickel et vraiment faut y aller, ça donne envie, et d'autres où c'est un repoussoir, quoi. Et voilà, est-ce que ça risque de laisser des traces dans l'optique de 2022? C'est la question que je pose là. Je sais pas d'ailleurs. C'est une question improvisée là pour le coup. Je sais pas si elle est traitable. Après, je sais pas s'il y a d'autres interventions parmi les camarades. N'hésitez pas. Non, pas spécialement. Moi, je te dirais juste, Michael, pour répondre à cette question-là que tu viens de poser, c'est que je pense que plus il y aura de dynamique locale autour de ce thème et plus il y aura de régions qui adopteront cette dynamique qu'on est en train de construire, cet appel à des régions écologistes, solidaires et citoyennes, c'est là-dessus qu'on mise, quoi. Plus la dynamique présidentielle sera forte, évidemment. C'est-à-dire que tout ce qu'on est en train des plâtres qu'on est en train d'essuyer, que tu décris très bien, c'est compliqué, oui, c'est compliqué, mais c'est normal. Ça va pas, c'est jamais simple ce genre de choses. Donc on est en train de faire un gros boulot, Rémi. D'ailleurs, on en parlera, hein, mais franchement, on rame dans les soutes en ce moment pour essayer de construire ce pôle écologiste là de gauche. Franchement, c'est passionnant. Moi, j'ai vraiment l'impression de jouer pour l'histoire, mais on est vraiment dans les soutes là. Hein. Donc, je crois vraiment à la dynamique que ça peut engendrer pour les présidentielles. Après, on verra. Hein. Ok. Alors, s'il n'y a pas trop de questions, moi j'en profite pour en avoir une autre, pour rebondir sur un article publié il y a quelques semaines par Rémi. Voilà, j'ai eu le temps de le lire parce que j'étais pendant mon congé paternité et je m'occupais de ma fille avant, mais aussi je lisais plus. Et donc, c'était une première analyse du dernier scrutin des municipales. En gros, la hype écolo, entre guillemets, est-elle de passage, durable? Quels enseignements sont à tirer des dernières élections? Bon, là, c'est un peu une question que je t'ai pas envoyée avant, mais bon, voilà. Quels enseignements sont à tirer de la dernière séquence? Moi, je viens de voir un documentaire sur France 3 il y a une dizaine de jours où ils avaient suivi la campagne des municipales dans le 18e. Et c'était très intéressant pour le coup parce que le 18e et le 12e arrondissement ont un rapport très particulier avec les écolos. Pour le meilleur, je ne vais pas dire pour le pire, c'est pas ça, pas du tout. Pour le meilleur pour moi. Mais voilà, il y a
avec l'affaire Girard, clairement, le 18e et le 10e, c'est des arrondissements particulièrement concernés. Pas seulement, hein, mais et du coup, voilà, quels enseignements sont à tirer plus globalement, bien sûr, hein, des élections, des dernières élections municipales, selon toi? Bah, je sais pas, je vais peut-être pas répondre dans trop de Ouais. manière trop générale parce que j'ai beaucoup travaillé sur les élections municipales. J'ai animé un énorme groupe de recherche au niveau national, donc il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais en gros, quelle leçon on peut tirer des municipales pour la gauche? Ça serait déjà pas mal. Euh, Bon, je pense que ce qui est très compliqué, et de toute façon, la vie politique est depuis quelques années encore plus difficile à déchiffrer qu'il y a quelques années que précédemment. C'est-à-dire que je pense que ce qui apparaît aux élections municipales, c'est qu'il y a une dissociation de plus en plus forte entre ce qui se passe localement et au niveau national. C'est-à-dire que, et ça c'est quand même assez nouveau parce qu'en général, la vie politique locale et la vie politique nationale étaient règles assez forte et implacable depuis les années 70, c'est que les victoires nationales se préparaient localement, en fait. Hein, ça a marché avec le PS dans les années 70, avec la municipale de 77. Euh, euh, Ça a fonctionné aussi pour la droite qui avait gagné les élections intermédiaires avant de gagner l'élection présidentielle. Je pense que c'est pas du tout qu'on est sorti un peu de ce schéma-là, parce que globalement aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Globalement, la République en marche et le Rassemblement national sont aujourd'hui favoris, malheureusement, à ce stade dans les sondages, et pourtant aucune de ces forces politiques n'a d'assise locale. En fait, hein. L'assise locale ne garantit plus du tout la victoire nationale. Hein. Et par exemple, on a des situations inverses. Le PS s'est dénationalisé et continue à garder beaucoup de fiefs locaux. Hein. Et alors, du coup, bon, évidemment, la question, c'est qu'est-ce que nous diraient les victoires des écologistes de la prochaine élection présidentielle? Bah, je pense qu'on a tendance quand même à les surestimer, ces victoires, globalement. Hein. C'est quand même un peu un trompe-l'œil. Globalement, les dernières élections municipales, la principale force politique qui en ressort, c'est quand même les Républicains. Voilà, c'est comme ça. Les municipales ont lieu pas au deuxième tour, hein, ont lieu au premier tour dans 90% des cas. Et la droite a conservé la plupart de ses positions. Donc la droite existe aujourd'hui et la République en marche a connu une débâcle. Bon, alors après, on est en train de regarder avec des collègues sur en gros ce qui s'est passé dans les villes écologistes. Hein, les villes, bon, faut quand même être assez lucide. Les écologistes ont gagné dans beaucoup de villes, notamment à Bordeaux, mais aussi à Lyon, par exemple à Annecy, grâce beaucoup à des électeurs plutôt macronistes en fait. Hein, et donc, bon, il y a eu une dynamique de gauche, c'est clair. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, les écologistes ont montré qu'ils pouvaient gagner des listes dont ils étaient les têtes de liste avec des listes d'union de la gauche, parce que souvent, on dit qu'il y a 10 villes écologistes, mais ce n'est pas 10 villes écologistes. À Marseille, c'est au moins autant une victoire de la gauche qu'une victoire des écolos. D'ailleurs, Michel Muribola, elle est plus élevée. Je crois qu'elle est, je ne sais pas si elle a été réintégrée, mais elle est plus. Bon. Donc, les écolos montrent qu'ils sont capables d'emporter des listes d'union de la gauche. Ils ont gagné quand même souvent, notamment à Bordeaux. À Bordeaux, c'est net. Hein. À Bordeaux, c'est les électorats de droite modérée a pas mal voté pour Urmic. Hein, donc, faut faire attention de ne pas surinterpréter le signal qui est envoyé dans ces villes. Hein. Bon, par ailleurs, il faut quand même être clair, c'est quand même un vote urbain, métropolitain, et on ne peut pas, attention à ne pas de faire des élections intermédiaires une photographie d'élections présidentielles. Ce n'est pas les mêmes élections. Hein. Les élections européennes n'étaient pas l'élection présidentielle, les élections municipales ne sont pas l'élection présidentielle. Voilà, donc moi je crois plus de ce point de vue-là d'ailleurs aux élections régionales. Les régionales sont beaucoup plus un test que les élections municipales, parce que les régionales, là, les logiques territoriales sont assez différentes, et je pense que l'union de la gauche, là, alors il y a des… D'ailleurs, ce qui s'est passé aux élections municipales va préparer les élections régionales. Après, Yves, tout à l'heure, tu étais assez pessimiste. C'est vrai que ça ne se passe pas bien dans beaucoup d'endroits. Alors, est-ce qu'on est à la phase de rapport de force où les gens essaient de bander les muscles et puis derrière, il y aura l'union?
Bon, par exemple, moi, je suis dans la région Hauts-de-France. Bon, je discute avec les uns et les autres. Et tous les partis veulent avoir la candidature. Les écolos, les communistes, LFI, le PS. Bon, ça serait une catastrophe, hein, concrètement. Je vous rappelle qu'en Hauts-de-France, il y a 0 élus régionaux. Moi, j'étais candidat sur la liste la dernière fois en 2015. J'étais 10e sur la liste. On a eu 0 élu, puisque Pierre de Saint-Aignan a retiré sa liste. Les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. Hein. Concrètement, si l'extrême droite et Xavier Bertrand sont en tête, si derrière la gauche n'est pas unie et 3e, elle retirera sa liste. Je ne vois pas trop comment on pourra faire autrement, surtout si le RN est en tête. Voilà. Donc, voilà, je ne sais pas comment, Claire, la démarche auquel tu participes va se positionner par rapport au régional, ou est-ce qu'elle va se positionner ou pas. Je ne sais pas si c'est… mais je pense qu'il ne faut pas tarder à mettre toutes les forces de la société civile et des gens de bonne volonté dans l'union de la gauche, parce que ça va aller très vite, quoi. D'accord. Merci. Alors, je fais vite là parce que mine de rien, je crois que les 40 minutes vont bientôt Et moi, je ne vais s'écouler. pas trop tarder parce que j'avais donné Oui. des garanties à ma famille jusqu'à Si je 21h. peux me permettre, peut-être qu'il faudrait voir aussi ce qui s'est passé à Pointe-à-Pitre. C'est pas simplement parce que je suis originaire des Antilles, mais il y a quand même les écolos qui ont gagné là-bas. Et pour le savoir, honnêtement, en Guadeloupe, je veux dire, il n'y a pas eu. S'il y a une culture écologiste, elle est très récente. Elle est très récente parce que sur la question des mobilités, etc., il n'y a aucun transport en commun. C'est la voiture à fond, à fond, à fond. Donc, comment Pointe-à-Pitre a pu passer chez les écolos? Peut-être qu'il y a des enseignements à tirer. Je dis ça, mais voilà, je ne connais pas la réalité du scrutin. Puis je vais aussi moi-même me renseigner. Hein, mais c'est quand même, voilà, il y a peut-être un travail à faire là-dessus, si je peux me permettre. Je ne sais pas s'il y a autre chose à rajouter, mais on va peut-être conclure là. Merci beaucoup à tous. En premier lieu, merci à Rémi pour ta générosité, pour ta disponibilité. Merci à Claire, merci à Benjamin qui nous a quittés, mais pour mieux nous défendre. Merci à Yves, Ghislain et tous les camarades pour leurs interventions. Merci d'être restés. Et puis, là, j'en profite pour le dire. J'espère qu'on aura plus régulièrement comme ça des échanges avec des intellectuels, avec des acteurs. Et puis, moi, à titre individuel, j'aimerais pouvoir l'organiser en fait avec un comité. Voilà. Avec le 12e, pourquoi pas. Mais aussi, je pense notamment au comité du 17e, là. Salut les amis, parce que voilà, vous êtes aussi bien actifs, vous faites des comptes rendus de lecture, des podcasts, des notes et tout. Voilà. Donc pourquoi pas se lancer dans des rendez-vous mensuels comme ça avec des acteurs divers et variés. Donc encore merci à tous et à très bientôt. Évidemment, on n'a absolument pas parlé de nos échéances personnelles, à savoir celle de samedi. On n'est pas là pour ça. Encore une fois, on a un parti d'idées. Qu'est-ce qui se passe samedi? Non, mais si, ça m'intéresse. C'est simplement, on peut le dire, c'est simplement le choix des candidats pour les élections régionales à Paris. Voilà. D'accord. Et donc là, tu as, bon courage, bon courage. Là, tu as 4 candidats, je ne sais plus là. D'accord. Il y en a quelques-uns. Okay. Hein. Mais bon. Allez. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci, et merci Mickaël. beaucoup. Merci beaucoup, Merci. Mickaël, d'avoir Bravo, organisé ça. Mickaël. Hein. Merci Merci énormément. beaucoup, c'est cool. Mickaël, merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci à tous. Merci. Bonne soirée. Salut. Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Hop. Dan, tu es le dernier. Oui, tu as oublié de m'éjecter. Ciao. Salut. Ciao. À bientôt. Hein. J'ai essayé de t'appeler et tout, mais c'était compliqué. Mais à bientôt. À bientôt. Bonne soirée à toi. Ciao. Bonne soirée. Quitte.